Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Merci de vous informer avec Trends Canal Z. Tout de suite, retrouvez Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le vendredi 31 janvier. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Voici les sujets de l'actualité économique. Ursula von der Leyen présente le plan de compétitivité de l'Europe basé sur le rapport Draghi. Le rapport Draghi qui dit clairement, si vous allez continuer à décarboniser comme vous faites maintenant, vous allez perdre toute l'industrie. Le projet de réforme fiscale des droits d'auteur fait monter la pression chez les artistes. À un certain moment, la température devient insupportable. Dans la suite, nous verrons que les flexi-jobs ont la cote chez les jeunes retraités. Restez bien avec nous, Z sur 7, c'est tout de suite. Z sur 7, à la une. Après les enseignants, c'est une fois de plus aux artistes d'être malmenés. Cette fois, c'est un projet de réforme fiscale qui fait débat. Georges-Louis Boucher propose de réintégrer les métiers du numérique dans le régime des droits d'auteur, une initiative qui suscite une vive opposition. Les artistes montent au créneau. Ça ne change pas la vie des développeurs informatiques, parce que la plupart du temps, elles sont employées dans des contrats à durée indéterminée, voire des contrats déterminés de longue durée. Tanguy Rossen, directeur juridique à la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Alors que réellement, pour les créateurs, ces personnes-là vont être clairement encore plus impactées par les mesures qui sont proposées actuellement dans le cadre des négociations pour la formation du nouveau gouvernement. Pour compenser la baisse des recettes fiscales, le gouvernement envisage de relever le précompte mobilier sur les droits d'auteur de 15 à 20%. Mais ce sont surtout les artistes qui en pâtissent, eux dont les revenus sont souvent précaires et irréguliers. Pour, par exemple, écrire un scénario ou réaliser un film, souvent il faut 4 à 5 années de travail, dont les premières années sont très mal rémunérées, voire pas rémunérées du tout. Loin des secteurs favorisés, les créateurs s'enfoncent dans la précarité. Leurs revenus stagnent, tandis que leurs charges ne cessent d'augmenter. Contrairement à la plupart des professions, ils ne bénéficient d'aucune indexation. Forcément, aujourd'hui, les premiers perdants de ces aventures fiscales et légales, ce sont les artistes des secteurs artistiques. De nombreux créateurs doivent s'en sortir avec moins de 1 500 € par mois. Une augmentation de 5% du précompte mobilier signifie une perte de 500 € sur 10 000 € de revenus. Un coup dur pour un secteur déjà à bout de souffle. Je reprendrai le principe de la grenouille que l'on met dans une casserole d'eau chaude. À un certain moment, la température devient insupportable, elle ne s'en rendra pas compte et elle mourra. Une fiscalité toujours plus pesante sur des créateurs déjà vulnérables, 17 organisations dénoncent une mesure jugée injuste et excessive dans une lettre ouverte, restée sans écho du gouvernement. Z sur 7, à la une. De plus en plus de retraités restent actifs sur le marché du travail. Selon Acerta, le nombre de plus de 65 ans occupant un flexi-job a atteint un niveau record avec une hausse de 27% par rapport à 2023, selon le Bureau de ressources humaines. Experte juridique chez Acerta, Amandine Bosseret confirme la tendance. Les retraités font de plus en plus de flexi-jobs, mais c'est aussi parce que c'est ouvert dans beaucoup plus de secteurs. En 2015, ça avait commencé uniquement avec le secteur de l'horeca, en 2018 avec les boulangeries par exemple, et en 2024, ça s'est également ouvert au secteur des pompes funèbres. Le régime des flexi-jobs séduit les employeurs, qui peuvent proposer de petits contrats d'une journée ou plus, tout en bénéficiant de cotisations réduites. Pour les travailleurs déjà en poste et les retraités, ce système présente également des avantages. C'est un système intéressant pour les travailleurs parce que le brut égale le net, donc en fait ils ont quand même beaucoup plus en poche qu'un travailleur normal, mais pour les retraités c'est d'autant plus intéressant parce qu'ils ne doivent pas respecter le maximum de 12 000 € par an imposé par le fisc. Le succès des flexi-jobs suggère une possible généralisation à l'avenir. De plus en plus de retraités pourraient ainsi compléter leur pension en travaillant quelques jours par mois. Jean Hendrix est économiste à l'Itinéraire Institute et chiffre le phénomène. En Belgique, on a de l'ordre de 125 000 personnes qui quittent le marché du travail chaque année pour prendre une pension. Et donc, pouvoir maintenir en activité ne serait-ce que 10-20% de ces personnes-là au travers de flexi-jobs, qui sont des activités complémentaires à la pension, sans perte de la pension,
c'est quand même un enjeu majeur dans une période où on souffre de pénurie. Je pense par exemple au secteur des soins de santé, mais aussi au secteur de l'enseignement. L'élargissement des flexi-jobs à de nouveaux secteurs figure parmi les propositions de la note du formateur. Les pensionnés et futurs retraités actifs suivront donc de près l'accord de la prochaine majorité fédérale. Z sur 7 à la une. Ce mercredi, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a présenté la boussole de compétitivité européenne. Ce plan, largement inspiré du rapport Draghi, vise à dynamiser l'économie. Le moment choisi pour cette annonce est loin d'être fortuit. Rudy Ernout, professeur à l'université de Gand. L'Europe a vraiment reçu une wake-up call ces derniers temps. D'abord, il y a le rapport Draghi qui dit clairement, si vous allez continuer à décarboniser comme vous faites maintenant, vous allez perdre toute l'industrie. C'est quand même très clair comme message. Deuxièmement, il y a Trump on va dérégulariser, on va faire moins de taxes. Et troisièmement, on voit quand même que l'économie en Europe, elle va très mal. La Commission européenne a opté pour un assouplissement de certaines règles du Green Deal afin d'éviter de freiner les entreprises. Moins de taxes, moins de reporting. Une approche pragmatique visant à maintenir l'industrie en Europe. On a calculé pendant la période Ursula 1, on a eu 13 000 nouvelles lois qu'on est tous supposés connaître. Donc maintenant, on va déréguler, on va faire moins. Et donc, c'est pas maintenant la question, est-ce que c'est la décarbonisation ou l'industrie, mais ça va être l'industrie. Donc, on passe du Green Deal au Clean Deal. L'Europe a vu qu'ils ont volé beaucoup trop loin et qu'avec la régulation, on tue l'économie. L'Europe entend également accélérer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Son objectif est de stimuler l'innovation et de créer un environnement plus favorable pour les start-up et les scale-up. Désormais, lorsqu'une entreprise innove, elle sera soumise au 28e régime. Une seule réglementation simplifiée remplaçant les 27 différentes actuelles. Reste la question du financement qui demeure source de division. Le rapport Draghi estimait les besoins à 800 milliards, sans préciser leur origine. Mettre 800 milliards dans l'économie, non, on ne le fait pas. Il faut pas. Donc maintenant, il est temps qu'on mobilise les investissements privés, qu'on mobilise les investissements de fonds de pension. Il faut arrêter de mettre toujours l'argent public, et c'est une deuxième erreur à côté de régulation que l'Europe fait. On pense toujours que la solution, c'est le fonds public. La solution n'est pas le fonds public. La solution, c'est des méthodes pour mobiliser les fonds privés. Il y a plein de méthodes, et là aussi, on peut le faire très concret maintenant. Sur le papier, cette boussole de la compétitivité est ambitieuse. Reste à savoir si ce plan suffira pour rivaliser avec la Chine et les États-Unis. Moi, je trouve que c'est très ambitieux. Et c'est surtout on dit toujours le premier 100 jours d'un gouvernement, ça vaut le même pour la Commission. C'est le premier 100 jours qu'on prend les mesures. Maintenant, ce qui est important, c'est la mise en œuvre. Que toutes ces mesures qui sont annoncées maintenant, s'ils sont vraiment mises en œuvre tel qu'on l'a dit, oui, je pense qu'on peut de nouveau mettre l'Europe sur la carte. Donc, je suis très positif à la condition que la mise en œuvre suive. Frédéric Bréban, journaliste à Trends Tendance, revient sur l'annonce de Mark Zuckerberg, le CEO de Meta. Ce dernier vient de revoir sa politique de modération des contenus et se débarrasse des fact-checkers sur ses réseaux sociaux. Cette décision risque d'impacter la qualité des contenus diffusés. Première question. Suite à cette annonce, les marques vont-elles quitter Facebook ? C'est la grande question. Tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, les experts des réseaux sociaux, les marques en elles-mêmes, les entreprises, parce qu'effectivement, Mark Zuckerberg a changé la politique de modération de ses contenus, et donc ça pose vraiment question aujourd'hui dans l'univers du web. Deuxième question. Les marques peuvent-elles se permettre de bouder une audience de 3 milliards d'utilisateurs ? Si on prend que Facebook, 3 milliards, quand j'en ai discuté avec quelques experts des réseaux sociaux, évidemment, c'est ça la question par rapport à Twitter, qui est très petit, entre guillemets, 500 à 600 millions d'utilisateurs, qui est un peu un réseau de niche. Facebook, c'est monsieur et madame tout le monde. Chacun y trouve son avantage. Donc, il y a une réelle force de frappe
publicitaire. Et surtout, il n'y a pas que des grandes marques, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises, y compris locales, qui font de la publicité sur ces réseaux. Donc, ils disposent de cette force de frappe qui fait que on peut raisonnablement penser que les marques, malgré tout, vont y rester parce que, on l'a vu ces dernières années, même quand il y a de gros scandales, je pense à Cambridge Analytica, il n'y a pas eu un exode massif ni des utilisateurs ni des marques pour autant. Troisième question. Cette décision politique et idéologique ne cache-t-elle pas une décision économique ? Alors, c'est vrai qu'on pourrait croire que Mark Zuckerberg a pris cette décision de revoir à la fois sa politique de modération de contenu, mais aussi ses objectifs de diversité et d'inclusion, pour des raisons un peu idéologiques, en voulant se faire bien voir de Donald Trump. Très opportuniste, effectivement. Certains parlent même de muskisation de ces réseaux sociaux à lui. Mais au-delà de ça, au-delà de ce virage idéologique, je dirais que d'autres experts pointent effectivement, comme vous le soulignez, une logique économique. Pourquoi ? Parce que les fact-checkers, ça coûte cher. Les gens qui font le fact-checking, aujourd'hui, Meta emploie 40 000 personnes rien que pour ce qui est la sécurité des contenus. Et donc, en décidant de dire, bon, on va moins checker, on va laisser aux utilisateurs le soin de le faire en mettant des notes d'appréciation, mais il peut virer un maximum de collaborateurs, de fact-checkers. Et on sait que le marché boursier aime bien ça. Quand on réduit les troupes, hop, le cours de bourse remonte. Pareil pour les objectifs de diversité, d'inclusion. Cette politique, comme le soulignait un autre expert, cette politique d'inclusion a aussi un coût en matière d'entreprise. Donc, quelque part, on pourrait penser que c'est aussi un choix délibérément économique et tout aussi opportuniste de vouloir changer ces politiques-là sur les plateformes de Meta. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Et votre experte boursière aujourd'hui est Julie Eters de BNP Paribas Fortis. Elle commente les décisions de la BCE et de la Fed concernant les taux directeurs. Elle évoque également les résultats de Microsoft, Tesla et Meta. Pas de retournement de situation concernant les taux de la Fed. Sans surprise, donc Jérôme Powell a annoncé qu'il restait statu quo sur les taux directeurs. Donc on reste entre 4,25 et 4,50%. La Fed se met donc bien en pause par rapport à son cycle de baisse de taux entamé. Et donc décision prise à l'unanimité sur base de la conjoncture actuelle. On a une inflation soutenue couplée à un marché de l'emploi relativement vigoureux. Et donc, elle considère qu'il n'est pas urgent de continuer cette baisse de taux pour l'instant. Et même tendance du côté européen. Plus de surprise non plus. Christine Lagarde a coupé ses taux de 0,25% pour arriver à 2,75% à l'heure actuelle, avec un processus de désinflation qui est sur la bonne voie selon la BCE. Meta, Tesla et Microsoft, 3 membres des Mag 7, ont publié leurs résultats. On décortique cela. Alors, au niveau de Meta, il y a 3 messages assez clairs. Les résultats étaient clairement supérieurs aux attentes, assez solides. Par contre, Meta prévoit un chiffre d'affaires un peu inférieur aux attentes par rapport au trimestre 2025 qu'on vient d'entamer. Mais le marché semble satisfait de la stratégie qu'ils ont vis-à-vis de l'IA et donc l'action a pris 5% à l'ouverture. C'est un peu revenu à 2% pour l'instant. Alors du côté de Tesla, on a des marges bénéficiaires inférieures aux attentes pour le Q4, donc ça c'est relativement quand même négatif. Mais les attentes autour de la croissance à venir pour 2025 sont assez importantes. Et donc selon Elon Musk, l'année 2025 sera la meilleure pour Tesla et les 3 années suivantes seront encore plus incroyables. Bilan 5% à l'ouverture et on est revenu à 2% quand même. Et puis la dernière, du coup, assez bien entendu, où c'est plus mitigé, c'est Microsoft. Donc elle, par contre, elle ouvre à moins 5%, c'est moins bon. Le chiffre d'affaires dépasse les attentes clairement au niveau de l'IA. On est à plus 175% par rapport à l'année passée. Par contre, le petit bémol, c'est au niveau de Azure, donc leur plateforme de cloud servicing.
qui n'avance pas comme le marché le souhaiterait. Et donc pour noter la petite parenthèse, donc Microsoft a intégré dans Azure DeepSeek. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. De quoi allons-nous parler demain ? Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Hamid Faljaoui pour son regard décalé sur l'actualité de cette semaine. Nous refermons cet épisode pour la dernière fois avec la Minute Pareto. En effet, dès demain, nous serons accompagnés d'un nouveau partenaire. Pour le découvrir, retrouvez-nous demain, même heure, même podcast. Et bon week-end. Une minute pour faire fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous ? Pareto se positionne comme chef d'orchestre de votre situation financière. En effet, plusieurs personnes gravitent déjà autour de nos clients. Cela peut être un notaire, un expert comptable, un fiscaliste, un banquier, un courtier ou un ou plusieurs avocats. Mais le problème se situe à 2 niveaux. Tout d'abord, ces personnes communiquent rarement, voire jamais, ensemble. Secondement, ces personnes ne disposent que d'une petite partie de la situation globale de nos clients. Grâce à notre vue d'hélicoptère, on est souvent comparé à un chef d'orchestre qui va faire jouer ces différents musiciens ensemble. Et quelle est la partition qui sera jouée ? Eh bien, une combinaison patrimoniale et fiscale. Comment marier la planification de votre pension avec la planification de votre succession, et ceci en parfaite indépendance des institutions financières. Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial ? Contactez Pareto.